cette table ronde dédiée au territoire, sont-ils les pionniers du développement durable? Nous avons la chance, puisque cette table ronde, nous avons 5 personnes, toutes aussi compétentes les unes que les autres. Stéphanie Kerbach, députée de Seine-Maritime et rapporteure du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. Jean-François Caron, maire de Los-Angeles. Éric Piolle, le maire de Grenoble. Olivier Blon, le directeur de Respire, l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. Nous avons la chance, ils vont nous accompagner. On est très content à Territoire Audacieux d'être partenaire du LH Forum. Pour ceux qui ne connaissent pas Territoire Audacieux, c'est un média qui valorise les initiatives des collectivités publiques. On travaille autour du récit. Comment mieux raconter justement cette transition? Installez-vous. Et on a notre conseil de jeunes qui nous accompagne effectivement. Juliette Leblond, Arthur Thierry et Zena Oli, que vous aviez déjà vu à la table ronde précédente et qui ont eux aussi des questions. On va commencer avec vous, Stéphanie Kerbach. La place des territoires dans la loi sur l'économie circulaire que vous avez portée, quelle est-elle ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis heureuse de me retrouver ici pour la 9e édition, je crois, du LH Forum. Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, j'ai été rapporteure de la loi économie circulaire, membre de la commission du développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et nous avons donc, au travers de cette loi, renforcé les dispositions à l'intention des territoires, au travers de plusieurs dispositifs, notamment, par exemple, par la création d'un dispositif de médiation en fait entre les collectivités et puis également tout ce qui est opérateur de déchets, de retraitement, valorisation, etc. Donc en cas de désaccord, eh bien, ils peuvent saisir la médiation, c'est gratuit, confidentiel. Nous avons également donné la possibilité aux collectivités d'appliquer des amendes en fait pour pénaliser les dépôts sauvages. Et puis également, les collectivités ont toute leur place dans les filières REP, par exemple. Voilà. Et, tout ça fait suite à d'autres dispositifs qui avaient été portés auparavant, notamment la loi de transition pour la LTECV. Ou encore même la loi NOTRe qui donnait la partie économique, le champ de compétences économie aux régions. Et vous êtes membre de la majorité. Quelle place pour les territoires dans la deuxième partie du quinquennat, justement ? Alors là, en plus, avec le mot territoire, c'est un mot qui plaît bien à notre Premier ministre Jean Castex. Et donc, c'est vraiment de donner la possibilité aux territoires d'être moteurs, novateurs, en tout cas sur la transition écologique. C'est vraiment de pouvoir leur donner, tout à l'heure nous avons Arnaud Leroy avec nous, et il pourra expliquer les dispositifs qui sont mis en œuvre. On va justement passer à vous, Arnaud Leroy. Avec l'ADEME, vous avez plusieurs dispositifs qui sont à la disposition des territoires, et je crois que vous venez justement de refaire votre site internet. Exactement, donc je ne vais pas tout détailler parce que sinon je serai encore là ce soir à 17h, mais vous avez une plateforme qui s'appelle agir pour la transition écologique.adem.fr où vous trouvez l'ensemble de nos dispositifs qui sont variés, qui sont à destination des territoires et aussi à destination des acteurs économiques sur les territoires qui apportent des solutions aux collectivités, que ce soit les métropoles, les régions ou d'autres. Je prends un exemple tout bête, des CSR. Donc aujourd'hui, on peut valoriser la production de déchets en énergie. C'est des choses qu'on fait, qu'on est en train de travailler avec Le Havre sur le sujet. C'est des solutions que nous finançons, nous subventionnons. On étudie tout ça avec les collectivités. On fait des choses aussi pour améliorer le tri, un enjeu important. On lance des expérimentations. On travaille sur l'éco-conception, parce qu'il faut savoir, je crois que les Français doivent le comprendre. On produit de plus en plus de déchets. Malgré des années de communication sur la production de déchets, du travail parfois réussi sur les emballages, aujourd'hui, la poubelle du Français augmente. Pour la première fois depuis 5 ans, elle réaugmente de quelques kilos. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on se fait les promoteurs, alors ça c'est un petit peu technique, mais c'est important parce que c'est un impact conséquent pour le porte-monnaie des Français, de la tarification incitative des ordures ménagères. Donc voilà, vous payez en fonction du poids que vous produisez. C'est un dispositif qui est porté par bon nombre de collectivités, qui marche très bien, qui fait descendre
par exemple le poids des poubelles parce qu'on trie mieux. Les collectivités s'engagent à donner plus ce qu'on appelle des exutoires, donc des déchetteries, organisent des collectes séparées notamment pour les biodéchets, et ça fonctionne très bien. Et ce qui est intéressant pour nous, Français, pour nos compatriotes, c'est que là, on a la rencontre de l'écologie et du pouvoir d'achat. Parce que vous faites baisser cette partie-là des impôts locaux, qui est en croissance dans bon nombre de collectivités. On sait que c'est une grosse responsabilité de plus en plus prégnante pour les collectivités, cette problématique des déchets. Donc voilà, nous on apporte ces solutions, ces boîtes à outils. Et dernier point, ce qu'on a développé pour justement essayer d'entraîner le maximum de collectivités, un label qui s'appelle pour l'instant label économie circulaire, qu'on a développé avec les associations d'élus, avec certaines collectivités, notamment le Grand Dunkerque, pour justement mettre en place un référentiel à l'aide pour les collectivités, travailler sur l'organisation de tout ça. Et voilà, on a fait les 16 premiers lauréats lors des assises de l'économie circulaire il y a quelques semaines. Donc vous voyez, il y a une multitude d'outils et on est en disposition, nous, sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, pour ceux qui nous suivent en Outre-mer, pour justement travailler sur le dialogue. Je pense que c'est un vrai sujet citoyen dorénavant, l'économie circulaire et sa partie ressources déchets, qui n'est pas que ça dans l'économie circulaire, mais c'est un enjeu important. Et ça nous permet aussi de travailler sur des solutions innovantes de réutilisation, de réusage, de réemploi et d'éco-conception. Donc voilà, donc il y a une palanquée d'appels à projets pour travailler sur l'intégration de plastique recyclé dans des objets, dans les nouveaux emballages, travailler sur de nouvelles matières, travailler aussi à l'interdiction de certaines résines plastiques qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne saura pas traiter, qui coûtent cher à la collectivité. Donc il faut savoir aussi parfois apporter des solutions un petit peu contraignantes pour qu'on puisse s'en sortir. C'est un vrai enjeu. Rapidement, je pense aux nouveaux élus qui nous écoutent, notamment. L'ADEME est là pour financer, pour apporter une expertise. Sur quoi ils peuvent vous attendre en fait? Écoutez, ils peuvent nous atteindre surtout parce qu'au-delà de financer, il y a aussi, on est un espace de dialogue. Beaucoup de collectivités, d'élus nous connaissent. On essaie de travailler ensemble à l'émergence de solutions. Donc voilà, il y a des financements, bien sûr, des subventions, il y a des études de préfiguration. On essaie de travailler aussi en amont des projets. Et aussi, je l'ai dit, les acteurs économiques. C'est important que les acteurs économiques, l'économie circulaire dont on parle, se fera avec les acteurs économiques ou ne se fera pas. Si on n'arrive pas à travailler sur des emballages qu'on peut recycler, et ça c'est des solutions de R&D chez les industriels, exactement aussi pareil dans l'animation citoyenne avec l'économie sociale et solidaire qui est un acteur conséquent de l'économie circulaire, on ne va pas y arriver. Donc nous on est à l'interface de ces différents mondes et on essaie de construire, je vous l'ai dit, donc on a des directions régionales partout, on est à disposition, on a cette nouvelle plateforme qui est excessivement simple, vous pouvez déposer des dossiers, donc voilà, on a beaucoup plus de fonds, donc profitons-en grâce au dispositif France Relance. Donc voilà, nous aussi on est en attente, et c'est un appel que je lance ce matin aussi. Donc si vous avez des idées, que vous êtes dans des collectifs aussi bien citoyens que d'entreprises ou des territoires qui veulent aller de l'avant, notamment les nouveaux élus, nous sommes à disposition. Stéphanie Carbar, vous avez une Oui, je voulais rebondir parce qu'en fait, il y a une actualité là cette semaine et notamment hier avec le lancement des contrats à impact, donc qui va être porté également. En tout cas, le premier s'adresse à l'économie circulaire, donc ce sera porté également par l'ADEME. Donc vous pouvez, si vous êtes aujourd'hui porteur d'un projet dans l'économie circulaire, dans l'environnement, dans la réduction des déchets, dans le retraitement, la valorisation, etc. Eh bien aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces structures, alors souvent sont au sein du secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et qu'elles ont du mal à monter en puissance, elles ont du mal à irradier sur un territoire entier, voire au niveau national. Et aujourd'hui, nous avons débloqué des enveloppes pour consolider ces porteurs de projets et les faire monter à l'échelle, comme on dit, enfin en tout cas, à ce que les projets se déploient de manière beaucoup plus ambitieuse. Voilà. On va se tourner vers les territoires avec nos deux pionniers qui sont là, Éric Piolle et Jean-François Caron. Tout à l'heure, on entendait le maire de Lahti en Finlande qui évoquait l'importance du rôle du citoyen. Comment lui donner envie de participer aussi, Jean-François Caron, notamment sur votre territoire, vous le faites avec ce que vous appelez, vous, les 50-50. Oui, en fait, je pense que ce qui se joue là dans l'échange, on est parti sur des entrées très thématiques, la question des déchets, la question de l'énergie. Ce qui se joue, c'est une transition de caractère beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un modèle où, en gros, depuis 3 siècles, un peu depuis les grandes découvertes, la puissance de feu de l'homme a monté, on a consommé des ressources à l'échelle de la planète, et on arrive dans le moment où on commence à avoir les premières ressources qui manquent. Ça, c'est une première limite définitive du modèle. C'est factuel, c'est pas du baratin, c'est pas de l'opinion. Deuxième effet de la fin de ce modèle, c'est que les impacts de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, sont des impacts systémiques, globaux.
et quasi irréversible. Et donc le sujet qui nous est posé, c'est l'addition de toute une série d'entrées sectorielles, mais qui à la fin font un problème systémique, global. Et donc la question qui se pose à nous, c'est comment on arrive à se projeter autrement dans ce que pourrait être le modèle de développement du XXIe siècle, enfin le ou les modèles, mais en tout cas qui sera beaucoup plus vertueux du point de vue de l'environnement et qui du point de vue de l'humanité, c'est pas moins le sujet, mais c'est complètement clé, redonnera un petit peu de pouvoir d'agir aux gens. Bon, pour faire ça, c'est extrêmement difficile de le faire au niveau global. C'est bloqué, la société est bloquée, elle est victime de toutes ces inerties, depuis les modèles économiques, etc. Et le territoire est magique de ce point de vue-là, parce que le territoire, c'est une cellule souche qui peut permettre de développer des stratégies différenciées dans nos différentes communes liées à la situation. Donc, à cet endroit-là, ce qui est intéressant dans le territoire, c'est que le territoire, moi je dis toujours, c'est un chaudron dans lequel vous avez tous les acteurs. Vous avez les habitants, vous avez les milieux économiques, vous avez des experts, vous avez des élus... Bon, et les parties prenantes. Et donc du coup, ce qui est extrêmement intéressant à l'échelle du territoire, c'est qu'on a l'ensemble des acteurs autour de la table, à une échelle humaine, et où, comme l'enjeu, c'est petit 1, changement d'imaginaire par rapport au modèle de demain, et petit 2, conduite de changement, c'est-à-dire comment je me désaddicte, je ne sais pas si ça existe, hein, le terme, on s'en fout, comment je me sors de comment j'ai été construit depuis que je suis là, pour arriver à inventer une nouvelle façon de vivre, un nouvel art de vivre et de respecter la planète, ça passe par des changements intimes. Et donc pour ça, on a à la fois besoin d'avoir un changement individuel, mais que le collectif autour y bouge. Moi je l'ai observé par exemple avec la bascule vers le bio dans mon territoire qui pourtant est intensif, hein, et où on est maintenant à 40% de surface agricole en bio, parce qu'ils l'ont fait collectivement. Bon. Donc le territoire est magique pour ça. Et au cœur du territoire, j'arrive, excusez-moi, mais c'est parce que c'est très important de remettre ça. Ce n'est pas juste un supplément d'âme, hein, la participation habitante. C'est absolument requis. Parce qu'il va falloir que tout le monde se déplace un peu. Le mangeur, excusez-moi de le dire ainsi, le consommateur qui mange, on va dire, le mangeur, il faut qu'il bouge son acte d'achat et sa façon de manger. Le producteur, il faut qu'il bouge un peu, et les systèmes intermédiaires aussi. Si tout ça ne bouge pas en même temps, ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle du territoire, la question de l'implication des acteurs est absolument centrale pour réussir. Et en plus de ça, les neurosciences nous expliquent que si on est dans l'action, on va pouvoir bouger. Alors que, un peu caricatural ce que je veux dire, mais toutes ces personnes qui sont là et nous-mêmes, voilà, c'est une conférence, bon, c'est bien ce qu'ils racontent, quoi, hein, c'est intéressant. Mais demain matin, il n'y a rien qui a changé pour nous, fondamentalement. Ça ne nous a pas fait bouger intimement. Alors que quand on se met dans de l'action, on se déplace, on bouge. Et donc, effectivement, l'exemple des 50-50, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire initiative de groupes d'habitants, contrat avec la ville, dans lequel on dit ce que va faire la ville, ce que vont faire les habitants. Donc ça veut dire droit à l'initiative, ce qui est un des premiers impératifs de retrouver prise, et de ce qu'on appelle l'empowerment, hein, retrouver du pouvoir d'agir, ou on dit aussi capacitation, retrouver prise dans l'action publique, et soi-même comment on se déplace, le faire de manière collective, et le faire dans un partenariat avec ce qui représente le collectif, c'est-à-dire l'institution municipale. À Los Angeles, on a plus de 50 50-50 qui ont été développés avec les agriculteurs, avec les habitants d'un quartier, avec des associations. Peut-être revenir sur celui avec les agriculteurs, par exemple, pour donner un petit exemple. Alors, une minute, mais les agriculteurs labouraient les routes. Parce que 5 cm de prix, c'est toujours ce prix. Bon, voilà, comme ça, c'est le fonctionnement des agriculteurs. Un jour, je me suis pris la tête avec eux, je leur ai dit, à Noël, je vais vous offrir une borne. Ça, vous la mettrez sous votre oreiller parce que la propriété, la borne, c'est fondamental. Donc les chemins étaient labourés. Et c'était toujours l'autre qui l'avait labouré, c'était jamais eux. Bon, à mourir de rire. Du coup, je me suis bloqué, j'ai dit, je ne refais plus les chemins. Vous allez faire payer par l'impôt des habitants ce que vous avez démoli. C'est de l'irresponsabilité. Donc bon, ça nous a valu quelques années de glaciation. Et puis à un moment donné, ça s'est débloqué quand les 50-50 ont commencé à apparaître. Et puis, parce qu'ils étaient quand même embêtés que les chemins n'étaient plus en état. Je leur ai dit, on va essayer de le faire en construction. Donc, bon gré, ils se sont mis autour de la table. À l'arrivée, la ville paye les matériaux et elle paye le gros rouleau, vous savez, ce qui va permettre d'étaler sur les chemins agricoles. Les agriculteurs font tous les déplacements de matériaux avec leurs remorques et c'est eux qui étalent tout. Au lieu que ça coûte 100 000 € à la ville, ça nous a coûté 30 000 €. Depuis ce temps-là, les agriculteurs labourent plus les chemins. Et ils les ont refaits, donc ils les respectent. Donc on retourne la question de la responsabilité qui, pour moi, sera la question du XXIe siècle. La question de la responsabilité, elle est absolument centrale.
Et donc du coup, quand des télés viennent, parce que Los Angeles est souvent analysé, je les envoie vers les agriculteurs qui, a priori, sont, excusez-moi, le mot est excessif, mais mes ennemis de classe. Moi, je suis écolo, au pays des gueules noires en plus, donc c'est une erreur de l'histoire. Mais alors, les agriculteurs, c'est ceux qui se présentent contre moi, quoi. Bon. Et là, on fait construction collective. Et les agriculteurs, ils défendent leurs nouvelles responsabilités. Ils prennent leur part. Le colibri, ça prend des formes différentes. Alors, je ne suis pas naïf, il y a encore du chemin, pour le coup, à faire. Mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'ils sont réintégrés dans la construction de la ville et que, comme en plus ils ont basculé en bio et qu'ils vont de plus en plus vers le local, ils retrouvent dialogue avec la population qui ne les supportait plus parce qu'ils sont dans des tracteurs à 4 mètres de haut, ils se parlent par Internet et ils ne parlent plus aux gens, quoi. Dans le temps, la ruralité, c'était la proximité. Donc ça refait du vivre ensemble. Et là, dans la période Covid, je vais arrêter parce que je m'emporte, je dois être long là. Mais dans la période Covid, c'est juste génial comment du coup la population a redécouvert les agriculteurs et comment les agriculteurs ont redécouvert des clients dans la commune. Et donc c'est ça que j'appelle moi faire du systémique. Derrière ça, il y a moins d'impact carbone. Derrière ça, il y a de l'implication habitante avec tout ce qu'il y a de la citoyenneté. Il y a du vivre ensemble, on se parle. Il y a de la qualité alimentaire. Et ça, c'est le territoire qui permet de faire ça. C'est le chaudron dans lequel on peut le faire. Ça, on entame un changement plus global aussi. Éric Piolle, de votre côté, dans un territoire différent, puisque vous êtes sur une grande ville, comment vous agissez pour retrouver justement, redonner ce rôle aux citoyens ? C'est sûr que les citoyens ils sont centraux. Pourquoi ? Parce que à l'échelle locale, la mise en action permet de faire tomber les barrières et puis de produire finalement un résultat tangible. Et que ce résultat tangible, il permet de faire petit à petit, de cultiver, de s'entraîner à changer et au lieu de faire que des plans à 2050 qui sont nécessaires et toujours très ambitieux, mais dont on repousse toujours le début du commencement, finalement on passe de cette prise de conscience qui a peut-être généré une envie ou des conflits à de l'action ensemble et donc à un plaisir de faire ensemble. Et donc on fait ça à la fois sur il faut trouver des petits leviers, parce que nous, c'est sûr qu'à l'échelle d'une ville de 160 000 habitants, la capacité à faire ensemble, il faut trouver des petites ruses. On parlait tout à l'heure dans la salle avant des alliés du changement. Moi, parfois, j'utilise même le terme de complices du changement. Et donc, il faut trouver des petites ruses. Donc, on a trouvé des chantiers ouverts au public, où des habitants proposent de se réapproprier un délaissé de ville, un bout de friche, un endroit dont on fait rien, et puis ils ont un projet, et la ville vient mettre à leur service des compétences, des agents publics, et d'un coup on retrouve aussi une fierté de cette incroyable diversité de compétences et de métiers au sein de la fonction publique. Donc on produit ça avec les budgets participatifs, pareil, là des projets peut-être de plus grande ampleur, dont ils sont à l'émergence, ils portent et donc ils débattent pour savoir, ils font campagne, hein. Derrière il y a un vote, mais ils sont aussi dans la mise en œuvre. Et donc le champ de contraintes change, à la fois pour les services qui du coup sont obligés d'écouter la parole des citoyens qui deviennent coproducteurs, donc ils ne sont plus les clients pénibles du service public, hein, ils deviennent coproducteurs. Et de l'autre côté, les autres, c'est plus juste la lourdeur administrative. On se pose la question de comment on aménage les berges de l'Isère. Est-ce qu'on peut faire descendre la grille qui est importante pour l'architecte des bâtiments de France? Comment on trouve des compromis et des solutions? Donc ça fait des amorces qui génèrent beaucoup de petits, hein, derrière des coopératives d'énergie citoyenne pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits, et finalement des projets dans l'espace public. Ce qui est intéressant, c'est derrière comment on se réapproprie finalement les éléments centraux de notre vie quotidienne, donc l'alimentation, la santé, le logement, la mobilité, l'espace public, la lutte contre les pollutions. Finalement, tout ça, petit à petit, vient faire une sorte de conjugaison d'imaginaire où on commence à faire. Et c'est vrai que vous étiez le premier maire d'une grande ville écolo, vous avez été très scruté pendant votre premier mandat, vous repartez sur un deuxième mandat là, avec pour le coup d'autres maires écolos qui sont arrivés. Il va y avoir la possibilité de coopération peut-être, d'aller voir ce qui marche sur les différents territoires aussi.
Oui, bien sûr. D'abord, on a travaillé beaucoup ensemble et puis là, le Covid a créé un espèce d'espace-temps un peu particulier où du coup, on s'est retrouvés toutes les semaines pendant 3 mois en réunion, comme nous tous, hein, en Zoom, pour discuter. Oui, ou n'importe quel autre outil, mais bon, en l'occurrence, nous, c'était ça. Donc, on crée du dialogue. Et derrière, ça va être intéressant parce que là où nous on a lancé en 2017 la Biennale des villes en transition, donc où on a accueilli en 2019 50 territoires étrangers de 22 pays différents. Là, on va trouver aussi une forme de respiration en France avec toutes les tailles de villes, hein, parce qu'on a parlé évidemment des 7 ou 8 très grandes qui ont basculé, mais il y a aussi beaucoup de villes de 15 000 habitants. Il y en a autour de Grenoble, il y en a un peu partout en France, des villages aussi, des gens qui n'ont pas d'étiquette politique, mais forcément qui dans un village de 1000 habitants, mais qui ont ce même souci, cette même démarche. Et donc là, c'est intéressant. Et puis c'est intéressant pour nous, parce que nous, on vit à Grenoble. On était la ville la plus financièrement à la fois endettée avec les impôts les plus hauts et une épargne nette négative, donc la plus en difficulté en 2014. Maintenant, on est juste le nez, enfin on avait avant le Covid juste le nez au-dessus du niveau de l'eau. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est finalement de voir comment on peut pratiquer une autre conduite du changement dans des villes qui ont un peu plus de moyens. Et ça, c'est intéressant parce que moi, finalement, on a vécu une expérience où on a choisi de ne pas augmenter les impôts, nous, en disant, finalement, on a déjà des impôts très hauts, un service public très, très puissant. Ça va être une période, les années qui viennent et même les décennies qui viennent, de changements sous contrainte très forts. Et donc le changement sous contrainte, c'est un changement souvent où on n'a pas la capacité d'investir pour mettre de l'huile et faire ce qu'on fait normalement dans une organisation industrielle où quand on fait des changements, on les accompagne et puis ça permet de mettre un peu d'huile. Là, on fait des changements qui frottent. Et donc la culture du changement qui frotte, pour nous, c'est un atout. Et puis là, je vais regarder peut-être la culture du changement qui frotte pour des raisons de résistance au changement, mais pas pour des raisons de contraintes budgétaires. Et voilà, ça peut nous donner des idées de choses à faire plus vite, différemment. Olivier Blon, du côté de l'association Respire, vous aussi vous travaillez avec les citoyens, mais d'une autre façon, puisque vous êtes une association. Comment vous favorisez la transition, justement, comment vous travaillez avec les citoyens? Effectivement, les territoires, c'est avant tout des citoyens. Et ces citoyens, parfois, ils frottent un petit peu avec les décisions des maires, et c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire entendre leur voix. Et je vais prendre l'exemple de Lubrizol, puisque nous, on est une association nationale, mais l'année dernière, pour la dernière édition du LH Forum, moi j'habite à Paris, j'étais dans le train pour venir faire ma conférence. Le train est passé par Rouen, et tout d'un coup, je vois un truc noir dans le ciel, je sens une odeur pestilentielle, je vois des gens monter dans le train en stress, des élèves qui disent les cours ont été supprimés, il faut qu'on rentre chez nous, etc. etc. Je n'avais pas bien compris ce qui se passait. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas bien compris ce qui s'est passé. Mais par la suite, donc, il y a des citoyens de l'agglomération rouennaise qui nous ont appelés pour les aider à s'organiser face à cette crise majeure dont, en fait, demain, vous le savez tous ici, on fête le triste anniversaire. Et donc, dans l'action que Rouen Respire, donc l'association locale qu'on a créée, a menée, on a vu très vite que justement la participation citoyenne, elle était indispensable et qu'elle pouvait malheureusement aller parfois contre ce qui était fait par les autorités. Et pour être un peu constructif, j'ai vu peut-être émerger 3 notions importantes dans cette action citoyenne. La première, c'est la transparence. Évidemment, vous vous souvenez, au tout début de la crise, on se demandait vraiment quels étaient les polluants auxquels la population avait été exposée, ou dans quelles conditions, jusqu'à quand. Il reste énormément d'incertitudes sur cette question, comme sur de nombreuses autres. Mais il y a vraiment un besoin de transparence absolue, qui se retrouve d'ailleurs jusque dans les organes de décision qui sont mis en place par les collectivités. Je prendrai simplement l'exemple du CODERS. Alors, c'est un organisme technique qui, comité départemental d'évaluation des risques scientifiques et techniques, qui s'est prononcé sur le redémarrage de l'usine, redémarrage contre laquelle nous, auquel on était opposés. Et ce comité s'est prononcé sur la base de documents confidentiels. Et donc, nous, on pense que c'est un déni de démocratie, qu'une décision aussi importante pour la vie du territoire soit prise sur la base de documents auxquels les citoyens
n'ont pas accès. Donc pour nous, la transparence évidemment sur les données scientifiques et sur les rapports, elle est indispensable. Et elle s'oppose d'une certaine manière à ce que parfois les collectivités ou les pouvoirs publics appellent la communication. La communication de crise, c'est très bien dans certains cas, mais en fait, c'est trop tard, c'est obsolète aujourd'hui, à notre avis, comme moyen de discuter avec les citoyens, quand on est avec les réseaux sociaux qui sont omniprésents, quand on a finalement des gens aussi qui très vite se passionnent pour des sujets et montent en compétence à une vitesse exceptionnelle, parce que c'est ce qui se passe aussi. C'est que des gens qui connaissaient rien à la chimie organique, en quelques semaines, ils vont lire énormément, ils ont envie de lire énormément, et ben, il faut qu'ils puissent avoir accès à ces informations. Il ne faut pas qu'on soit uniquement dans une vision verticale où l'autorité diffuse des contenus. Il faut que les citoyens puissent avoir accès à tout en amont. Et donc, en fait, la transparence, c'est la communication déjà en amont pour tous. La deuxième, c'est la représentation. Il faut que les citoyens puissent participer aux décisions. Et c'est parfois un petit peu le cas. Nous, sur l'affaire Lubrizol, toujours, on considère qu'on n'est vraiment pas allé assez loin. Je reprends l'exemple de Scoderst qui donc a approuvé le redémarrage de l'usine Lubrizol. Les représentants des citoyens, on va dire, ont voté contre, ceux des collectivités et de l'industrie ont voté pour, mais il y avait justement un déficit, il n'y avait pas assez de représentants dans l'institution, ni des citoyens, par exemple des associations, ni même des maires, le maire de Petit-Quevilly, par exemple, la maire de Petit-Quevilly, pardon, où les représentants des villes à côté n'étaient pas représentés dans ce Coderst, alors qu'encore une fois, ils sont impliqués au premier chef par les décisions qui sont prises par cette instance. Et c'est encore une fois qu'un seul exemple. Il faut changer la démocratie, y compris sur les questions techniques et technologiques qui sont un petit peu complexes, mais c'est important. Et la troisième dimension, je pense que de leçon, en tout cas de Lubrizol, c'est la participation. On est aujourd'hui dans un monde dans lequel les institutions font face à une défiance absolue, majeure. On le voit sur Lubrizol, l'INERIS, qui est pourtant l'institution en charge de l'étude des risques technologiques, Atmo, qui est en charge de la surveillance de la qualité de l'air. Ils ont fait un certain travail, mais dans le contexte de l'accident, ils ont fait face à une défiance énorme. Et en fait, dès qu'ils disaient quelque chose, même si c'était vrai ou rigoureux ou scientifiquement correct, les gens imaginaient que c'était manipulé, faux, biaisé pour diminuer le risque, le minimiser, etc. etc. Et nous, ce qu'on a essayé d'organiser avec nos petits moyens, on est une association, c'est on a organisé la collecte et l'analyse d'échantillons. Et en fait, dans le processus, quand des citoyens se disent « Ok, comment est-ce qu'on fait un prélèvement ?» Et c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait les mesures? Qu'est-ce qu'on mesure? Comment est-ce qu'on interprète les résultats? C'est dans ce processus-là que les gens comprennent ce qui se passe et qui peuvent après construire un autre rapport aux institutions scientifiques qui sont aujourd'hui discréditées, en tout cas, pas au niveau scientifique, mais dans la population qui font face à la méfiance. Et c'est comme ça qu'on reconstruit du lien. De la même manière, il y a un grand sujet sur Rouen qui est l'impact sanitaire de la catastrophe, sur lequel il y a quand même d'énormes inconnus, et évidemment la population est extrêmement inquiète. Nous, on a demandé dès les premiers jours une étude sanitaire sur ce sujet qu'on n'a pas eu. On voulait qu'il y ait des prélèvements qui soient faits très vite, comme par exemple il y a eu à Céveso qui était à l'époque la référence. On n'a pas eu ça. Finalement, donc, il y a une étude, un recensement de ressenti qui est lancé, mais ça tardait, ça n'allait pas comme on voulait. Donc on a lancé nous-mêmes notre propre étude avec des médecins de l'association qui ont fait un questionnaire qu'on a envoyé à des milliers de personnes. Et après, on a pu discuter avec les autorités scientifiques, donc Santé publique France, l'ARS, et là, on construit un autre dialogue. Parce que justement, les citoyens sont montés en compétence, ils ont essayé de faire les choses. Je ne dis pas que ça a la même valeur que de ce que font des chercheurs qui sont spécialistes du sujet depuis 20 ans. Mais en tout cas, dans cette démarche-là, on construit un dialogue qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif
que justement, quand on fait une conférence de presse où on a monsieur le préfet et le directeur de l'INERIS à côté, et on balance une information de manière verticale, et les gens ne peuvent pas s'empêcher, aujourd'hui, vu le contexte qu'on déplore, mais qui est bien réel, de cette défiance. Et le dernier point, pour ne pas être trop long, donc Respire a créé un groupe sur Rouen, mais on est une association nationale, on travaille sur la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est une crise sanitaire majeure, invisible. Il y a entre 50 et 70 000 morts par an à cause de la pollution de l'air. Donc c'est horrible de parler des chiffres comme ça quand on parle de morts, mais c'est plus aujourd'hui que le Covid. J'espère que ça va le rester plus, au sens où j'espère qu'on va réussir évidemment à maîtriser l'épidémie, mais c'est un enjeu absolument majeur. Nous, on fait beaucoup de choses, mais notamment, on travaille avec les citoyens, on leur donne des capteurs qui sont des outils technologiques qui permettent justement d'appréhender un petit peu la pollution. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents polluants? D'où est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce qu'ils sont répartis? Et on voit que cette pédagogie, elle est extraordinairement efficace pour, après, donner des éléments pour un débat intelligent et constructif, parce que pareil, aujourd'hui les gens, quand même Atmo leur dit qu'il y a tel et tel niveau de pollution, les gens n'ont pas toujours confiance, pour le dire simplement. En fait, si on leur dit que ça va bien, ils n'y croient pas, en fait. Même quand ça va bien, vraiment. Et parfois, c'est vraiment des mensonges, mais parfois, c'est la vérité scientifique, mais les gens n'y croient pas, ils n'ont plus confiance sur les institutions. Donc il faut que les gens puissent faire eux-mêmes. C'est d'un niveau scientifique et c'est aussi influencé, et je m'arrête là, pardon, sur les dimensions politiques. On est par exemple très impliqué sur la région Île-de-France sur la pollution de l'air aux abords des écoles. On a, avec la mairie de Paris, demandé à ce qu'il y ait les abords des écoles qui soient piétonnisés pour diminuer la pollution sonore et la qualité de l'air. Et on voit que c'est très très important d'associer les populations, parce que sur ces questions de micro-urbanisme, comment est-ce qu'on élargit un trottoir, comment est-ce qu'on déplace une grille ou une poubelle, comment est-ce qu'on change un stationnement, évidemment il y a l'expertise technique des services techniques de la voirie, des gens qui connaissent très très bien leur sujet, je ne dis pas, hein. Mais il y a aussi l'expérience du quotidien des citoyens qui savent que, bien sûr, si on met la poubelle là à 2 mètres plutôt qu'à 1 mètre, et ben en fait, les gens, quand ils vont traverser, ça va tout changer. Que si on passe là, et ben les mobylettes, etc. Enfin, il y a cette expertise du quotidien qui est hyper importante et qui doit être prise en compte dans les projets d'urbanisme. Et ça, c'est une petite révolution dans les services en général. Ils sont souvent à peu près disposés à le faire, mais quand il faut y aller réellement, eh ben, on voit à quel point c'est compliqué. Merci. On va avancer avec une question du Conseil des jeunes. Qui veut se lancer en premier? Oui. Bonjour. Ma question concerne plutôt les déplacements des populations sur les territoires. Je me demandais en fait comment inciter les populations, particulièrement des espaces ruraux, à se déplacer autrement. Qui veut prendre la parole? Allez-y, peut-être plus un territoire. Mais... La question de la mobilité, elle est centrale dans nos vies. Hein. Moi, je pense que quand on essaie de faire la politique, en tout cas dans notre projet, on essaie de partir du quotidien et à quoi on passe notre temps. Donc la mobilité, le logement, l'alimentation, voilà, donc c'est des thèmes qui sont centraux. L'important pour les déplacements, il me semble, c'est qu'on définit tous, chacun, finalement, quel est notre arbitrage interne entre nos besoins déjà de mobilité et puis quelle solution on va adopter pour satisfaire ce besoin. Donc finalement, en tout cas, la façon dont on approche les choses, nous, c'est on redéfinit qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard. Et donc c'est là qu'on en revient à l'histoire de récit et d'imaginaire et de projection. C'est que tant que vous trouvez ça cool de passer 2 heures aller-retour dans votre SUV peinard, à écouter la radio, sans votre conjoint, sans vos enfants, sans votre chef, et que finalement vous trouvez ça cool, ben en fait vous continuez. Et donc il y a un moment où pour que ce que vous trouvez cool, ça devienne peut-être d'abord de questionner votre besoin de déplacement. On en parlait tout à l'heure aussi, hein, les scientifiques qui font des colloques à l'autre bout du monde. Moi j'ai bossé 18 ans dans l'industrie. J'ai commencé ma carrière, je prenais l'avion pour aller aux Pays-Bas pour une réunion de 2 heures.
Mais ça ne nous venait pas à l'esprit qu'on pouvait faire autrement. En fait, on avait une réunion, on allait, pouf, et puis voilà. Hein. Une réunion qui était, la journée était bouffée, parce qu'on arrive, on attend, on arrive en avance, on fait le contrôle sécurité, machin, tout ça. Bon, donc finalement, comment tout d'un coup ça devient cool d'utiliser son vélo, comment ça devient cool de peut-être de dire qu'on ne va pas aller faire ses courses à Carouf à 20 bornes, mais qu'on va redécouvrir. Et au moment du Covid, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont redécouvert leurs producteurs voisins. C'est ça qui va faire le changement. Moi, je ne crois pas à la mesure coercitive. La mesure coercitive, elle vient pour fixer un cap. C'est ce qu'on fait avec les zones à faible émission. Nous fixons un cap en disant, voilà, on va là. Nous, 2030, on veut atteindre les seuils de l'OMS sur la qualité de l'air. C'est 3 mois et demi d'espérance de vie pour les Grenoblois. C'est 115 morts par an de moins sur notre territoire. Mais le cap, il est suffisamment long. Et puis après, on fait monter finalement la voiture balai. On dit, ben voilà, en fait, vous allez bouger tout seul. Vous allez vous adapter tout seul. Et puis, on va faire monter la voiture balai qui viendra fixer la nouvelle norme sociale. Mais ce qui fait bouger, c'est vraiment... Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on fait des expérimentations pour tester... Quand vous êtes dans un modèle et que vous avez défini que c'était cool d'être dans votre SUV tout seul, comment on va vous donner la possibilité d'essayer autre chose et donc de pouvoir tenter de questionner votre modèle pour redéfinir qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard. Et donc à Grenoble, par exemple, on accompagne les gens pour qu'ils lâchent leur voiture, on leur paye pendant 3 mois tous les moyens de locomotion qu'ils veulent, hein, l'autopartage, les transports en commun, le vélo, etc. pendant 3 mois, et puis ils essayent. Voilà. Et donc comme ça, il faut trouver des petits hameçons où on teste. Et là, on a eu, en tout cas à Paris, moi je suis halluciné de voir l'évolution. Il y a eu des périodes de tests parfois qui sont contraintes par l'extérieur. On a eu les grèves de décembre plus le Covid, bon, ça a explosé. Et finalement, la question dans le monde périurbain ou dans le monde rural, elle est assez similaire. Parce qu'en fait, quand vous faites, au-delà de, parfois vous êtes obligé de faire 40 bornes pour aller bosser, mais sinon quand vous faites 10 km pour aller faire des courses, vous avez des solutions alternatives aussi. Et vous pouvez re-questionner le besoin en disant finalement, est-ce que j'ai besoin d'aller à Carrefour? Est-ce que je ne peux pas aller redévelopper une économie locale? Donc en tout cas, on approche les choses comme ça. Au niveau plus global, après, il y a toute la notion en fait d'infrastructure, notamment avec le gouvernement, la volonté de réouvrir des petites lignes, par exemple, parce que là, on parlait bien vous nous interrogez sur les territoires ruraux, et puis ensuite pour la partie plus urbaine, eh bien, c'est comment est-ce qu'on donne la place à ces nouveaux modes de transport, parce que la ville, au départ, elle n'a pas été construite, en tout cas, pour du vélo ou pour les trottinettes électriques, etc. Donc, c'est comment l'appropriation aussi de ces nouveaux moyens de mobilité dans les espaces ruraux. Tout petit bémol, si je peux me permettre, sur les lignes, je trouve que le revirement est intéressant, mais c'est un revirement. C'est-à-dire que nous sommes battus, mobilisés pour qu'on ne supprime pas la ligne. L'important, c'est qu'il ait eu lieu. Oui, mais mon point, en fait, c'est de dire quelle est la constance notamment sur des sujets comme ceux-là qui sont des sujets de temps long, c'est que sur des petites lignes, c'est assez rapide d'arrêter une petite ligne. C'est très long en fait quand on décide de la redémarrer, de faire les travaux importants. Hein, et donc là, on est finalement dans des questions où la vision de long terme et la cohérence sur la vision de long terme et donc la cohérence sur l'imaginaire, elle est importante parce que sinon on va avoir des mouvements qui, si on ne les sent pas totalement pérennes, ils ne vont pas forcément se traduire en action. Je vais vous donner quelques exemples concrets peut-être. Ouais, sur les 1, il y a un sujet qui est la mobilité, donc éviter déjà une certaine mobilité parfois, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer autant. Donc ça, c'est un premier point. Donc on appelle ça la mobilité évitée. Donc il faut peut-être qu'on regarde ce point-là aussi. Et après, vous parliez des territoires spécifiques qui concernent quand même une grande partie de la population. Donc on parle souvent des métropoles, où on a des sujets de congestion et des sujets de pollution de l'air conséquents. Et après, il y a comment ces espaces du territoire français vivent. Et comment on peut aller de la 3e couronne, c'est ça dont on parle aujourd'hui, d'une métropole, en centre-ville, sans nécessairement prendre sa bagnole, parce qu'on a une offre de bus conséquente ou, par bonheur, du train. Et parfois, faire traverser le pays, et moi je soutiens à fond le projet de Railcoop qui veut rouvrir une ligne entre Bordeaux et Lyon, avec un modèle coopératif qui va desservir des villes moyennes sur le chemin. Ça, c'est des modèles d'avenir qui sont conséquents. Ça prend du temps, et on a besoin de cohérence pour le faire. En tout cas, aujourd'hui, on a les outils légaux pour pouvoir faire ça.
Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une demande de vélo aussi dans ces territoires-là. Avec la révolution technologique des VAE, donc les vélos à assistance électrique, on opère le plan vélo pour le gouvernement. On a eu plein de territoires ruraux où on pratiquait beaucoup le vélo. Il y a 20-30 ans, c'était dans ces endroits-là qu'on faisait le plus de vélo. Donc on est en train de reprendre certains chemins, les sécuriser, parce que les gens veulent faire du vélo et pas simplement le VTT le week-end. Donc ça, c'est déjà très bénéfique. Après, il y a des expérimentations un peu bénévolentes. Par exemple, on a une association qui est très intéressante, WeMove par exemple, qui essaie de trouver des solutions alternatives pour le déplacement aussi de nos seniors, de nos aînés, qui parfois ont peur de reprendre leur voiture, qui n'ont plus les moyens nécessairement d'avoir une voiture. Donc pour ceux qui ont les moyens, peut-être qu'il y a des solutions aussi de basculer sur du carburant local, du gaz vert, donc on a ce sujet-là aussi, donc on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et sinon, il y a des accompagnements qui sont très intéressants, où on a tous... Dans les élus locaux, vous avez tous des camionnettes dont on se sert entre 8h30 et 10h30 pour la dépose des enfants ou soit des seniors au marché. Et ben on voit qu'on a des capacités aujourd'hui, par des programmes bénévoles, de faire que ces camionnettes soient utilisées et amorties toute la journée, par exemple. Donc elles vont balader des gens, aller dans les centres hospitaliers, parfois, des choses comme ça, où on a de plus en plus de mal à se garer. Donc on essaie, et nous on accompagne beaucoup de programmes comme ça, expérimentaux, avec l'ADEME, pour justement trouver des solutions c'est de la dentelle. Donc il n'y aura peut-être pas des solutions... ready-made en bon français, qui s'appliqueront sur l'ensemble du territoire. Souvent, ça tient à une capacité, en tout cas locale, une association qui s'est mobilisée pour ci, pour ça, et on arrive à, tout en professionnalisant, pas nécessairement en subventionnant, parce qu'il y a aussi des modèles économiques qui s'installent. On n'est pas là pour faire des fortunes, mais le sujet est aussi important pour le côté pérenne. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions qui survivent à la fin d'une subvention publique ou des choses comme ça. Et ça, on a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours dans le pays, et on a des choses très bénéfiques. Après, et je terminerai par là, tout le monde, et on y est tous ici, et on est tous des acteurs, la question du télétravail qui a un effet rebond conséquent, l'éloignement du français de son lieu de travail. Donc attention à ça aussi, parce que c'est super cool de pouvoir télétravailler. Par contre, si vous rajoutez 50 km de déplacement éventuel, même si vous venez une fois par semaine au bureau, il y a ce qu'on appelle un effet rebond, et en coût carbone, il faut qu'on regarde ça de près. François Caron, c'est déjà dit. Non, ce que je voulais juste dire, mais Éric Piolle l'a très bien dit. Et je voulais juste aussi que vous nous parliez de la fabrique des transitions. Ah oui, exact. Très rapide. Non, juste, mais Éric l'a très bien dit, c'est qu'effectivement, par rapport à la nécessité d'apporter des réponses et de changer, on change par la peur. Si un ours vous court après, vous courez très vite, ou un lion. Et le Covid, par exemple, fait changer des choses, parce qu'on a peur. On change par la contrainte, et la réglementation, ça compte. S'il n'y a pas de réglementation sur les COV dans l'air, voilà, il n'y aura pas de changement de l'industriel. Et moi, ce que je propose, c'est en permanence de se dire comment on peut changer par le désir. Et la question du désir me paraît absolument centrale, c'est-à-dire que comment chacun des sujets, on arrive à le retourner. Comment, sur la question alimentaire, on est en désir de manger quelque chose qui a été fait près de chez soi. Comment, sur le déplacement, on est en désir de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Et le vélo, par exemple, bon, il se trouve qu'on est quelques-uns ici à faire beaucoup de vélo, mais le vélo peut être en mode désir et en mode plaisir d'une manière incroyable. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire, mais comme ça a été formulé. Alors, sur la fabrique des transitions, peut-être en quelques mots... il y a aujourd'hui cette évidence, je pense, sociétale. Les études de l'ADEME montrent qu'à peu près 80% de la population a compris qu'on est en train de changer de modèle, qu'on est à la fin d'un cycle. Et donc, c'est quelque chose qui devient partagé. Et on ne s'en sortira que si tout le monde bouge. C'est-à-dire que ça va requérir tout le monde. Donc, ce que j'ai porté avec quelques autres territoires qui ont une forme d'avance en matière de... Juste moi, mon territoire, c'est 9 Puy-de-Ming qui ont fermé. Et on est les rebuts de l'histoire, quoi. L'histoire du charbon. Et alors, ça veut dire quoi? Qu'on se jette au canal ou qu'on continue à vivre? Est-ce qu'on a encore le droit de continuer à vivre? Donc, la transition s'est imposée à moi. Bon. Et donc, à partir de cet exemple-là, il y en a d'autres en Normandie, il y en a en Sartou, bon bref, il y a un certain nombre d'exemples, et maintenant il y a quelques grandes villes qui ouvrent la voie et qui montrent d'autres possibles. C'est comment on est capable de regarder qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, quels sont les repères, et par exemple l'implication des habitants dont on a parlé tout à l'heure. Dans tous les cas, les endroits où ça a marché, il y a de l'implication des habitants.
par exemple. Bon, j'ai pas le temps là de développer parce que si ça vous intéresse, vous allez sur Fabrique des transitions et vous lirez la charte d'alliance. On a 250 organisations qui sont réunies autour de cette idée que la transition, ça va être des changements d'imaginaire par rapport au modèle de demain. Donc, c'est le rôle du récit, par exemple. Il y a plein de choses à décliner et que c'est de la conduite du changement. Ce qui veut dire que la transition, je vais être un peu cru, n'est pas une affaire d'ingénieur technologique. Alors je le dis d'autant plus qu'Éric, à ma gauche, il est ingénieur technologique, mais il n'est pas que ça. Et que c'est vrai d'un certain... On a besoin de tout ça. On a besoin des adaptations chimiques, on a besoin des adaptations énergétiques, attention. Mais je dis que le nœud, il est dans la conduite de changement, pour pouvoir aller chercher ces réponses que nous amènent les logiques technologiques. Et donc du coup, ça, les deux fondamentaux, c'est comment on travaille les imaginaires et comment on travaille ces invariants, enfin ces déterminants de la conduite de changement, donc comment les sciences humaines et sociales viennent irriguer notre processus de transformation. C'est un des sujets qu'on a avec l'ADEME. Est-ce que c'est une affaire de polytechniciens? Oui, certainement. Mais c'est aussi une affaire de sociologues, de psychologues et de la mise en désir d'un certain nombre de choses et du rôle des territoires. C'est un des sujets qu'on travaille avec Arnaud Leroy. Donc la Fabrique des transitions, c'est ça, c'est de regrouper les acteurs dans une logique transpartisane. On a aujourd'hui 250 organisations en réseau, les acteurs du numérique, les acteurs de l'énergie, les acteurs de l'alimentation bio et tout. Et c'est donc donner les clés de tout ça avec des territoires qui, du coup, acceptent d'être en situation un peu pilote. Et je terminerai en disant que ma conviction, c'est qu'on changera par les lois de la biologie. Les lois de la biologie, c'est quand vous avez des cellules souches dans des bonnes conditions de lumière. Alors je prends toujours l'exemple des lentilles d'eau, mais c'est parlant. Les lentilles d'eau, s'il y a la bonne température, le bon niveau de soleil et de matière organique dans un étang, toutes les 2 heures, elles se multiplient par 2. Eh bien, à l'heure du numérique, je pense qu'on arrivera à transformer la société par un effet de cellules souches qui vont irriguer les nouveaux modèles de développement. Et que c'est urgentissime parce que les questions d'effondrement sont déjà là et qu'elles ne font que s'aggraver jour après jour et que la transition va requérir tout le monde et qu'il est temps de s'y mettre, ce qui est un des enjeux de cette rencontre d'aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Le temps qui nous était imparti est terminé. On pourrait en parler pendant un moment. On va passer à la suite de cette journée. Merci à tous. Merci beaucoup.